Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Il est né il y a quelques mois seulement à la grande satisfaction des acteurs politiques, surtout des militants qui rêvent d'avoir enfin un parti qui représente la jeunesse, qui répond aux nouvelles exigences et prêt à porter le flambeau en matière de l'animation de la vie publique. Nombreux sont donc ceux qui ont applaudi la naissance de ce parti lorsqu'il a réussi à obtenir ses documents d'existence légale, le récépissé, un sésame, somme toute, indispensable pour exister en tant que force politique au Bénin. Mais le rêve de ses géniteurs s'est très tôt mué en une désillusion, car le premier test, le premier examen devant juger et confirmer la naissance de ce parti s'est heurté à une imprudence de ses dirigeants. Coup de théâtre, le dossier de candidature pour les municipales, communales et locales viennent d'être rejetés pour, dit-on, un dépassement du nombre de candidats qui devraient proposer. Alors, si on en croit donc ces propos, le MPL, Mouvement Populaire de Libération, n'ira plus aux élections prochaines. Alors, on peut dire que le parti qu'on attendait, pour naître, qu'on entendait né avec les dents, est plutôt arrivé avec les pieds cassés. Visiblement, les acteurs politiques ne sont pas inspirés des erreurs du passé, les ayant empêchés de prendre part aux dernières élections législatives du 28 avril 2019. Alors, comment expliquer le manque de rigueur des responsables du MPL? Existe-t-il de vrais partis politiques de l'opposition au Bénin? Et quelles sont les perspectives de ce parti maintenant qu'ils sont disqualifiés pour prendre part aux élections prochaines? Pour répondre à ces préoccupations, je reçois dans ce studio M. Tébé Expérience. Il est le secrétaire général, porte-parole de MPL, entendez, Mouvement Populaire de Libération. Alors, en deuxième partie, M. Tébé se prononcera également sur d'autres sujets d'actualité. Quelle chance pour l'opposition désormais et la gestion du pouvoir talent à 1 an de la fin de son premier quinquennat. Les auditeurs peuvent intervenir dans cette émission dans une trentaine de minutes en composant tout simplement le 21 30 35 93. 21 30 35 93. Monsieur Tébé Expérience, merci de venir dans nos studios. Merci, monsieur le journaliste. Alors, le MPL est né, mais est arrivé avec un pied, disons même, voire les 2 pieds cassés. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, monsieur le journaliste, vous me permettez d'abord de saluer nos auditeurs, de remercier nos militants et sympathisants, nos amis, et tout le peuple béninois pour l'intérêt porté à ce sujet, l'intérêt porté à leur parti, le Mouvement Populaire de Libération, et au soutien que nous observons en ce moment face au drame qui se joue. Alors, monsieur le journaliste, en suivant vos propos tout à l'heure, vous avez estimé que nous sommes venus un pied cassé. Non, je dirais non. Nous sommes venus avec les 2 pieds et nous allons faire la marche avec les 2 pieds jusqu'au bout. Je voudrais corriger tout de suite d'entrée aussi que le MPL, contrairement à ce que vous venez de dire, ne prendra pas effectivement aux élections communales de mai 2020. Ah bon? Oui, nous irons à ces élections bel et bien parce que nous n'allons pas permettre le règne de l'arbitraire indéfiniment. Nous ne permettrons pas que les efforts consentis par la jeunesse frustrée, embastillée par la dictature qui sévit dans notre pays, puisse émousser une dernière fois encore le rêve de cette jeunesse qui s'est organisée au sein du MPL pour défendre son destin, prendre son destin en main et le défendre. Alors, si vous permettez, tout de suite, on peut aborder le sujet. Voilà, on y va, c'est justement ce pourquoi vous êtes là. Merci, monsieur le journaliste. Alors, comme vous avez essayé de le dire tantôt, nous avons tenu notre congrès constitutif en décembre 2019
après tout ce que vous avez observé dans le pays, nous avons sollicité le 24 janvier déjà notre enregistrement en tant que parti politique auprès du ministère de l'Intérieur. Par la suite, nous avons obtenu notre récépissé provisoire le 7 février et le 11 février 2020, notre récépissé définitif qui consacre l'existence légale de notre parti en tant que parti d'opposition au Bénin. Alors tout de suite, nous nous sommes mis dans la danse pour participer au communal du mars 2020 qui se joue en ce moment. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle nous sommes constitués pour pouvoir défendre les intérêts de la jeunesse, pour pouvoir inverser l'ordre qui sévit en ce moment dans notre pays. Nous avons pris toutes les dispositions utiles pour participer à ces échéances. Il faut dire que certains de nos aînés ne sont pas d'avis avec nous d'aller à ces élections parce que tout le monde pense... À qui faites-vous allusion quand vous parlez Je ne citerai pas tout de suite les noms, mais vous savez, il y a des gens, certaines personnalités politiques de l'opposition qui, eux, ont préféré boycotter ces élections parce qu'ils estiment que les conditions de transparence, les conditions de libre expression et d'équité dans le jeu politique ne sont pas réunies pour qu'on aille à ces élections. Mais nous avons pensé que les stigmates de l'exclusion aux dernières échéances législatives d'avril 2019, qui sont encore vivaces dans nos esprits, ne permettront pas que le pouvoir en place puisse rééditer des scénarios du genre. Et que, tout au moins, on permettra à toutes les forces désireuses de participer à ces échéances d'aller librement. C'est vrai, nous étions conscients que les lois abjectes, les lois prises du moins par un seul clan au pouvoir ne pouvaient pas rassurer les acteurs politiques pour qu'on puisse s'organiser et compétir librement. Mais nous avions foi en ce que la force agissante de la jeunesse, l'expérience que nous avons devrait nous permettre de contrer les velléités de ce pouvoir et pouvoir permettre à notre peuple martyrisé de dire son mot à ces élections communales, puisque ces élections communales sont intimement liées au présidentiel qui s'annonce dans quelques mois. Alors, est-ce qu'il faut quand même prévoir, n'est-ce pas, d'aller à ces élections sans quand même, sans respecter les critères préétablis? Merci, monsieur le journaliste. C'est là où le bas blesse. Merci, monsieur le journaliste. Alors, vous n'avez pas constitué un dossier Alors, je veux vous dire d'entrée qu'aucun parti politique n'a un dossier aussi bien présenté que le Mouvement populaire de libération. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Oui, parce que nous étions dans le secret de Dieu. Oui, nous étions tous à la Sénat et on s'est vu, on a vu ce qui s'est passé. Et j'en viens directement au fait. Nous avions fait notre entrée à la Sénat le 11 mars, comme nous le permettait la loi, avec notre dossier de candidature. Et le 13 mars, ou après les études, la Sénat nous adresse un refus d'enregistrement de déclaration de candidature, contre toute attente. Or, que dit la loi en la matière? Je voudrais que les amis auditeurs nous suivent très bien. Alors, l'article 41 du Code électoral, d'abord, je donne le contenu de ce refus. Qu'est-ce qui est écrit dans ce refus? Le parti Mouvement populaire de libération a présenté ce 11 mars à 22h30 une déclaration de candidature aux élections communales du 17 mai 2020 comportant un poste de candidat restant à pouvoir 3682 candidats présentés au lieu de 3630 au total. 3000 combien? 3630 au total, contrairement aux dispositions de la loi. Le nombre de candidats déclarés étant supérieur au nombre prévu par la loi, la Sénat, après délibération de la plénière, décide de ne pas enregistrer la dite déclaration de candidature. Le présent refus d'enregistrement est délivré aux déclarants pour servir et valoir ce que de droit. Alors, je vous dis tout de suite que cette décision est illégale et arbitraire, constitue un abus de pouvoir de la part des commissaires de la Sénat. Et pour cause, l'article 43
de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin dispose, je cite, « Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé. La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de 48 heures. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. Alors, la correspondance du refus d'enregistrement du président de la Sénat, Oui. voilà, nous notifie le refus d'enregistrement de notre déclaration de candidature. Et il y a lieu de préciser que aucune disposition de la loi n'a prévu le refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature sans faire recours, c'est ça. Mais à la Sénat. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir fait, disons, quelques erreurs sur, le dossier de candidature? Puis c'est ce que, les commissaires... Non, j'en viens pas du tout. Allez-y alors. Pas du tout. La loi dit que le parti présente la liste de la déclaration de candidature et que un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. La Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé pour situer sur la validité des candidatures. Je continue toujours. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. C'est ce que dit la loi. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enregistré et délivré immédiatement le récépissé au déclarant, c'est-à-dire au MPL, comme le stipule la loi? Donc même s'il y a erreur, selon vous... Non, ce n'est pas nous qui le disons. C'est ce qu'a prévu la loi. La loi n'a pas prévu une étude, même une étude du dossier, avant l'enregistrement de la demande de candidature. C'est la loi qui le dit. Et d'ailleurs, le président de la Sénat, le 27 février 2020, lors de la présentation des mesures de souplesse au profit des candidats, à cette occasion, il a rappelé que la régularisation ne vise que la complétude, la régularité ou la validité des pièces de chaque dossier. C'est-à-dire qu'il est capable, qu'il est possible du moins au parti, après le dépôt du dossier, que nous avons, la Sénat a 8 jours pour les étudier et nous avons 3 jours pour procéder au complément du dossier. Donc à vous entendre, expérience, c'est la célérité, si je puis parler en ces termes, c'est la célérité avec laquelle la Sénat s'est statuer sur le dossier qui gêne. Non, pas du tout. Oui, selon la loi, effectivement, mais vous vous accrochez à la loi. Mais est-ce que, selon vous, ce que la Sénat a évoqué comme raison pour déclarer invalide votre dossier n'est pas fondé? N'est pas du tout fondé. C'est ce que j'essaie d'expliquer. N'est pas du tout fondé. Il n'est pas prévu dans la loi une étude avant la délivrance du récépissé provisoire. Donc vous devriez l'obtenir d'abord. Systématiquement, c'est ce que la loi dit. Ce n'est pas nous. C'est la loi qu'eux-mêmes, ils nous ont imposé qui le dit. Et c'est dans l'article 41 de cette loi qui dit le candidat présente une liste de candidature composée de telle pièce. La Sénat délivre immédiatement au déclarant un récépissé provisoire et dispose de 8 jours pour étudier le dossier. En retour, le parti politique dispose de 3 jours pour procéder à des compléments. Alors, pourquoi est-ce que nous, au cas où il y aurait effectivement 52 candidatures en surplus, pourquoi la Sénat ne peut pas nous permettre alors de corriger dans les 3 jours prévus par la loi? Pourquoi? Alors, quelle sera alors la suite à donner à cet état de choses, puisque... Merci monsieur le journaliste. C'est ça qui est plutôt important. Comme l'a prévu les textes en matière de contentieux électoral au niveau, s'agissant des communales, le juge compétent est le juge administratif de la Cour suprême. Et la loi nous permet de saisir dans les 48 heures la Cour suprême pour que le droit soit dit. Alors c'est fait. Et c'est ce que nos avocats ont fait immédiatement et nous avons saisi. Nos avocats ont saisi la Cour suprême pour que le droit soit dit. Et je peux vous dire que
le droit sera dit. Les juges de la Cour suprême, je pense que on peut encore faire confiance on peut encore leur faire confiance, et nous leur faisons confiance pour dire que le droit sera dit et que toute la jeunesse qui est réunie au sein de ce parti pour dire son mot dans ces élections, que ils ne permettront pas que c'est l'espoir porté par cette jeunesse s'émousse de cette façon, qu'ils nous laisseront participer effectivement comme nous l'avons souhaité à ces communautés. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, puisque à vous entendre, vous êtes victime, d'une certaine injustice. Est-ce que on va tout le temps penser dans ce sens de ce que les opposants ne sont pas mieux lotis dans notre pays, alors qu'il y a effectivement les tests qui sont là? Merci beaucoup. Je vais citer quelques faits. En réalité, tout porte à croire que on a délivré le récépissé au MPL, sachant que il ne pouvait pas, ce parti ne pouvait pas en faire un usage, ne pouvait pas participer à ces élections. Pourquoi? Lorsque nous avons commencé par nous activer, nous préparer pour ces élections, et beaucoup de gens ne nous croyaient pas, apparemment. Et lorsque nous sommes allés payer la caution pour participer à ces élections, le soir du même jour, une horde de policiers fait irruption devant notre siège à Ménoté. Sans demander quoi que ce soit, ils se mettent à faire des photos. Alors, les agents de sécurité nous ont alertés. Le temps que je descende personnellement pour voir qu'est-ce qui se passe, ils sont partis. Et nos militants ont même eu le temps de prendre des photos de ces policiers-là, de l'étage. Alors, attitude très suspecte, nous n'avons pas compris pourquoi un parti régulièrement enregistré et qui a indiqué son siège à ces lieux, pourquoi est-ce que les policiers viennent et sans poser question à qui que ce soit fassent une telle opération? Est-ce que cela ne révèle pas aussi les prérogatives lorsqu'il y a des soupçons de sécurité? Quel type de soupçon au siège d'un parti politique? Il faut prévenir que guérir, comme on le dit. Mais attendez. Suivez la suite. Alors, on ne les a pas vus. Le lendemain, nous étions en pleine préparation pour notre déclaration de candidature. Le lendemain, c'est le directeur départemental de la police du littoral lui-même qui est passé à nos bureaux tôt le matin. Et n'ayant pas vu les responsables, a laissé un numéro. Dès que je suis venu, autour de 8 heures, je l'ai appelé moi-même. Et c'est alors qu'il m'informe qu'il voudrait nous voir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais là, nous étions très acculés et que je lui reviendrai dans les 24 heures. Le soir même, revient sur les lieux un détachement encore de policiers, du commissariat du 9e arrondissement, ont-ils dit, à la tête le commissaire lui-même, qui rentre dans nos locaux et qui demande à nous voir. Alors, je les ai reçus. Et il me dit ceci: nous sommes allés vous voir parce que les autorités au haut niveau estiment que ce que vous faites nous dérange. Ce que vous faites dérange les autorités. Je dis, mais qu'est-ce que nous faisons? Ce sont vos propres propos. Pour en revenir, à qui vous avez quand même, lorsqu'il y a de ces, va-et-vient, de ces soupçons, quand il y a des voies légales où il faut, se plaindre par rapport à ça, puisque personne n'a été informé de tout cela. Non. On vient de l'apprendre à l'antenne ici. Oui, je vous le dis parce que je cite ces faits pour vous montrer qu'il y a déjà un acharnement contre le parti. Il y a un acharnement contre le parti et je vais plus loin. Je vais vous dire ceci. Le 11 mars, lorsque nous étions à la Sénat, un haut responsable politique est allé me voir pour me confier que des manœuvres sont en cours pour exclure le parti. Je ne vais pas citer de nom pour le moment. Quand même, oui, tout à fait, vous n'avez pas les preuves. Mais c'est en politique, tout est possible. Tout est possible, mais quelques heures après, voilà ce que nous avons subi. C'est un refus d'enregistrement. C'est pour vous dire que nous savons que nous sommes pourchassés. Nous savons que des manœuvres tendant à exclure encore l'opposition de cette élection sont en cours. Mais nous avons foi. Nous avons foi en ce que une partie au moins de la justice de notre pays nous aidera à dire le droit et à nous rétablir dans nos droits, à rétablir le peuple dans ses droits. Et que on ne permettra pas que cette fois-ci, une fois encore, que ce soit les partis du pouvoir
et ses affiliés. Au-delà et de vous, quand même, il y a d'autres quand même partis de l'opposition. Il y a FCBE du président, de l'ancien président Boni Yahi, qui est bien sûr la liste des non, FCBE n'est pas un petit parti. Je crois que le peuple voit bien le drame qui se joue. Moi, je ne dirai pas plus, mais ce que je peux dire, le peuple sait aujourd'hui que le seul parti d'opposition qui est en lice pour aller à ces élections vient d'être éjecté injustement, arbitrairement par la Sénat, et en dépit de tous nos efforts pour que ces élections, l'opposition participe à ces élections. Mais nous sommes convaincus que le droit sera dit et que nous participerons à celle qui ne peut pas avoir élection communale en 2020 sans le MPR. Bon. Donc, de toutes les façons, on va sur les voies légales, vous l'avez dit vous-même. Alors, Espérance Tébé, vous êtes un parti de l'opposition, vous l'avez dit. Est-ce que la mission de l'opposition devrait constituer chaque fois à tirer à boulet rouge ou même à empêcher le chef de l'État en exercice d'exécuter normalement son mandat? Est-ce que c'est le rôle d'une opposition en fait? Monsieur le journaliste, je suis surpris par votre question d'ailleurs. Nous n'empêchons personne de faire ce qu'il a à faire. Le chef de l'État est élu sur la base d'un programme qu'il est en train d'exécuter. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous faisons nos critiques. Et nous vous disons ceci. Nous ne sommes pas d'accord avec le régime et nous nous organisons à provoquer l'alternance au sommet de l'État en 2021. Alors c'est notre rôle, ça. Voilà, vous êtes pas d'accord. Bon, maintenant, est-ce que vous pourrez nous énumérer ou citer quelques, disons, ces actions qui vous gênent? Non, mais allez dans les rues de nos contrées, demander au Béninois lambda s'il est d'accord avec ce qu'il vit avec le régime. Ce n'est pas, notre voix même n'est pas très indiquée pour vous dire ce qui se passe. Vous savez, d'abord, s'agissant des libertés publiques, s'agissant de la démocratie, est-ce que vous pensez que nous sommes encore dans un pays de liberté? Nous sommes libres avec tout ce qui se passe? Je vous ai dit tantôt, notre parti, pendant que le jour même où on doit déposer nos dossiers, la SBE nous isole. Heureusement que nous avons pris la disposition pour prévoir un groupe pour travailler. Et voici tout. Regardez tous les martyrs que nous souffrons. Et vous pensez que nous sommes dans un pays de droit encore? Non. C'est ça le problème. Personne n'empêche le président de travailler, mais nous avons le droit. Nous estimons que si nous sommes dans un pays de droit et de démocratie, nous pouvons critiquer ce qui se passe. Nous pouvons regarder tous ces jeunes qui sont en prison pour des raisons, de fallacieuses raisons, des prétextes. Je peux le dire, qu'on fait, que des jeunes qu'on a fait détenus politiques. Regardez, est-ce que nous sommes encore, nous devons applaudir cela? Nous devons dire que tout se passe bien pendant que le peuple a faim de partout? Est-ce que la démocratie, puisque c'est le sujet d'ailleurs qui fait l'actualité, parce qu'on est en démocratie, il faut tout se permettre, il y a ça aussi. Chacun devrait quand même répondre de l'acte qu'il... Nous sommes parfaitement d'accord. Nous voulons que les lois soient respectées. Nous n'avons pas dit qu'il ne faut pas respecter les lois, mais qu'un groupe taille des lois et qui ne sont qu'applicables à une partie du peuple, et que dans la même nation, qui est des gens qui sont sujets à l'application de la loi et que d'autres à l'abri autrement, c'est cette injustice que nous combattons. Alors, est-ce que l'opposition aussi n'est pas là pour quand même apprécier ce qui va, c'est-à-dire tout ce qui va dans le pays et peut-être critiquer, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que vous le faites, vous? C'est peut-être vous qui allez me dire ce qui va dans le pays. Nous, on ne voit pas. Ah bon? Oui. Là, vous faites preuve quand même de certaines... Parce que vous voyez, on nous parle souvent d'asphaltage, ceci. Mais ça se voit quand même. Oui, mais il faut aller voir, vous voyez, pour apprécier à sa juste valeur, tout ça. C'est bien beau que les chantiers soient en cours, mais
à qui profite l'exécution de ces chantiers? À quel coût on est en train de réaliser ces infrastructures? C'est ça qui nous intéresse. Le pouvoir finira par rendre compte quand même. Nous attendons qu'on nous explique à quel coût ces travaux sont réalisés et le bien fondé des choix opérés et la qualité des travaux avant de nous prononcer pour dire que c'était des choix judicieux pour notre pays. Alors, vous avez parlé des travaux d'asphaltage. Eh bien, chaque gouvernement, quand chaque gouvernement vient, eh bien, il a quand même son programme qu'il exécute. Ça ne s'inscrit-il pas dans ce cadre-là? Puisque si on devait parler de l'ancien président, lui aussi a fait ce qu'il peut faire. Oui, nous observons et nous formulons des critiques. Nous ne demandons pas de faire autre chose que ce qu'il a mis en programme, mais nous voulons que ça soit bénéfique à toute la nation. Nous voulons que tous nos jeunes frères trouvent de la place dans les écoles publiques. Nous voulons qu'il y ait des enseignants, suffisamment d'enseignants pour les encadrer. Nous voulons qu'il y ait des centres de santé pour recevoir tout le monde. Nous voulons qu'il y ait moins de morts dans nos hôpitaux. Nous voulons que le plateau technique soit mieux, que le seul hôpital de référence que nous avons à Cotonou ne soit pas un mouroir pour le peuple. C'est ce que nous voulons. Nous ne demandons pas mieux. Alors, en tant que parti de l'opposition, qu'est-ce qui, en tout cas, au regard de tout ce qui se fait, puisque nous sommes pratiquement à 1 an, donc, du quinquennat, de la fin du quinquennat, du pouvoir actuel. Alors, qu'est-ce qui a marché selon vous dans le pays? Non. Écoutez, je ne vais pas être trop dur, mais mon rôle n'est pas de Est-ce que des actes concrets n'ont pas été posés quand même? Ceux-ci ne sont pas en train d'être posés. Non, mon rôle n'est pas de venir dire ce qui a marché. On devrait quand même dire ce qui est bon. Le gouvernement viendra nous dire ce qui a marché et nous lui dirons. Vous suivez quand même l'actualité. Non, parce que, voyez-vous, quand on parle de route, de ceci, ce n'est pas seulement en 2016 avec le gouvernement du président Talon que des travaux de route ont commencé dans notre pays. Vous le savez très bien. Vous savez déjà depuis 1991 avec le président Soglo, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Le pays, au sorti de la conférence nationale, un pays qui était, je ne dirais pas par terre, mais peut-être même dans le sous-sol. Vous avez vu l'avènement des pavés, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, etc. Après, le président Yahi est venu, vous avez vu aussi, nous avons vu ce qui a été fait. Donc chacun vient faire ce qu'il a promis de faire. Mais de quelle manière ça se fait, comment ça se fait, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça que nous critiquons. Voilà, ce qu'on va, disons, pour le moment, nous n'avons pas encore eu d'appel. Nous allons continuer quand même par, décrypter l'actualité dans notre pays, la gestion du pouvoir, talent et autres. Alors, vous nous avez fait un petit point par rapport à la gestion de l'actuel chef de l'État. Selon vous, tout semble être noir. Est-ce que les réformes, par exemple, quand on prend les réformes, disons, opérées dans le système partisan, est-ce que vous êtes fiers d'après tout ce qu'on a vu jusque-là, après une trentaine d'années, donc, d'exercice démocratique, est-ce que c'est bien quand même d'avoir une centaine, 200 partis politiques dans un pays qui compte à peine 12 millions ou 11 millions et quelques d'habitants? Oui. C'est là, mais il ne faut pas applaudir. Voici un sujet qui me fait rire souvent. Écoutez, l'ancienne charte des partis qui était en vigueur, elle n'est pas rigoureusement appliquée. Si elle était appliquée rigoureusement, non, mais la faute est à la classe politique, au pouvoir public. Si elle était l'ancienne charte qui était là, si elle était appliquée, nous ne pouvons pas citer 200 partis. Et puis je pense très sincèrement que on n'a pas besoin de forcer les gens à des regroupements, à un regroupement forcé avant d'avoir de grands ensembles. Ceci dit, et même si c'était le cas, aujourd'hui, pourquoi on ne laisse pas des partis politiques comme le nôtre exercer librement? Pourquoi est-ce que nous sommes traqués de toutes parts? Pourquoi est-ce que on veut nous interdire
de participer à la compétition. Bon, donc, si cette réforme qui a été faite, doit être salutaire, c'est à travers l'opérationnalisation que nous allons le constater. D'accord. Je rappelle que les auditeurs peuvent appeler, intervenir dans l'émission en composant le 21 30 35 93 21 30 35 93 pour faire leurs observations, poser éventuellement la question à notre invité Expérience Tébé. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du MPL, Mouvement Populaire de Libération. Mouvement Populaire de Libération, qui nous parle justement donc de ce qu'il a appelé lui-même de l'injustice par rapport à leur participation prochaine donc aux élections municipales et locales du 17 mai 2020. Alors, Monsieur Tébé, s'il vous était donné donc de noter le gouvernement actuel par rapport, n'est-ce pas, à ces actes, à ces actions, quelle note leur attribuerez-vous? Je veux simplement que le gouvernement et ses affidés laissent le peuple le noter déjà à travers les municipales qui Vous êtes aussi inclus dans le peuple, non? Oui, je ne voudrais pas, moi, donner une note pour qu'on trouve peut-être que je suis trop dur ou trop laxiste. Je veux simplement que le gouvernement laisse le professeur, qu'est le peuple, apprécier ce qui se fait. Est-ce qu'il n'appartient donc pas au parti, n'est-ce pas, d'être des éclaireurs donc de ce peuple-là, puisque vous êtes des partis, vous représentez tout de même une partie du peuple. Tout à fait. Apparemment, vous ne jouez pas pleinement votre rôle. Non, pas du tout. Je ne sais pas, nous qui ne jouons pas notre rôle. Parce que le rôle de parti politique, c'est le parti n'est pas isolé au peuple. Mais comment voulez-vous, quel rôle voulez-vous qu'on joue lorsque on nous interdit? En informant, par exemple, en informant au fur et à mesure. D'ailleurs, moi je voudrais même vous remercier pour avoir permis que moi j'accède à vos studios aujourd'hui. C'est chose surprenante. Parce que vous savez très bien que la parole à la voix dissonante aujourd'hui est difficile. Alors, moi je voudrais souhaiter simplement que le courage que vous avez eu ce matin en nous laissant vos antennes, que ça puisse continuer. C'est propre à tous les régimes quand même, et cela appartient aux professionnels de savoir quand même équilibrer l'information. Oui, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans votre corporation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oh, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense que c'est devenu un peu trop clair. Voilà. Est-ce que c'est au prix de la dictature qu'il faut développer un pays? Est-ce que les grands pays développés sont les pays à régime dictatorial? Je vais lui répondre non. On n'a pas besoin de sombrer dans la dictature avant de développer son pays. Il a voulu savoir l'asphaltage, que j'en pense. Voilà. Mais le président nous avons choisi le président de la République en 2016 pour qu'il travaille, pour qu'il fasse mieux que son prédécesseur. Et donc, il se fait maintenant. Et il essaye, et j'ai dit tantôt, c'est une bonne chose que de travailler, de faire des routes, mais je dis simplement que ça ne suffit pas, ça ne peut pas nous dispenser. On ne peut pas s'aborder la démocratie au prix de cela. Et que la question, avant que je n'apprécie à sa juste valeur l'asphaltage, qu'il faut qu'on aura l'occasion, j'aurai l'occasion d'en parler, il faut qu'on puisse mettre à jour à quel prix nous avons réalisé ces travaux, pour qu'on puisse justifier les choix, les choix rationnels opérés. Pourquoi on a choisi tel, c'est seulement à ce niveau qu'on pourra dire qu'on pourra apprécier justement ce qui se fait. Mais je dis qu'on n'a pas besoin de tuer la démocratie, on n'a pas besoin de tuer les libertés publiques
avant de développer le pays. C'est ça, nous, notre l'auditeur semble vous apprécier par rapport à votre comportement dans ce studio. Vous n'êtes pas venu insulter, mais pour quand même dire ce que vous pensez. Et après ça, une information que nous n'avons pas, nous autres, on veut nous imposer le maire Atropo à Cotonou. Oui. Vous avez l'information, vous? Non, je ne suis pas de l'UP ni du BR, donc je ne connais pas leur candidat. Et si ça devrait être le cas, non, si ça devait être le cas, c'est le chef du parti qui est libre de présenter qui il veut. Si M. Atropo remplit les conditions pour être candidat à Cotonou, il revient aux populations de Cotonou d'en décider, et non à moi de dire Roland quelque chose. déplore le désert de compétences que pourrait avoir Cotonou en parachutant le mettre à Cotonou. Non, je pense que il doit mettre un peu de l'eau dans son vin et se dire que tout Béninois, la loi permet à tout Béninois qui remplit les conditions pour être candidat sur toutes les données du territoire d'être candidat, et il revient au peuple de choisir. Au sein du MPL, et je le remercie d'avoir fait remarquer, nous ne sommes pas dans les invectives. C'est des jeunes responsables qui se sont regroupés pour proposer une solution à ce qui se passe dans notre pays qui n'est pas bien. Donc nous n'attaquons pas pour attaquer. Et de deux, il a parlé de la question des 10%. Nous, le MPL ira aux élections et ne craint pas les 10%. Nous sortirons gagnants au soir du 17 mai, largement gagnants au soir du 17 mai, parce que c'est toute la jeunesse qui n'est pas d'accord avec ce régime qui s'est mobilisée pour dire son mot. Donc nous n'avons pas de crainte à cela. Nous avons respecté et nous respecterons les normes jusqu'au bout. Selon 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 les normes